Bien, nous allons nous retrouver pour la dernière table ronde avec une présentation de Thomas sur la crise d'attractivité et l'enquête qui est en ce moment même conduite sur les terrains de Vive 3 Centre Val de Loire, entre autres. Et nous aurons Élodie Gaillard qui va nous rejoindre, qui sera accompagnée du professeur Honoré. Si vous voulez bien monter sur scène, peut-être, Élodie, Lionel. Merci. On va aller chercher les derniers qui s'abreuvent, je pense. Bon, merci à tous, merci à toutes. Je vais commencer la dernière présentation de cette journée, qui finalement aurait été l'occasion, comme je le disais, de parcourir des temporalités de projets très différentes. Donc Ecosnum, je l'ai dit, est un projet en cours de lancement. Les premières actions de recherche vont commencer en septembre, en tout cas pour le volet SHS. GEM 2.0 est achevé, le rapport a été rendu aux financeurs. Et l'attractivité, donc un projet de recherche sur l'attractivité des métiers du soin, est en cours. Quelques remarques aussi sur pourquoi est-ce qu'on a souhaité vous présenter ce projet alors qu'il est en cours et encore dans une dimension prospective. Et d'ailleurs, on est aussi très heureux de pouvoir solliciter vos retours, vos impressions et vos commentaires sur ce sujet. C'est aussi d'abord parce qu'il s'agit d'un partenariat, d'un projet qui est soutenu par le Fonds des SAM de la Mutualité française, qui soutient 2 projets actuellement, donc des projets qui sont portés par Vive 3 et pour lesquels le YouStech Lab assure la réalisation des opérations de recherche, un projet sur l'attractivité des métiers du soin et un projet tournant autour de la coordination des professionnels dans le cadre de la fusion des SIAD et des SAD. Donc ce projet-là est en cours de lancement, mais on est aussi très heureux de diversifier nos sources de financement et aussi de prouver la richesse de notre réseau de partenaires. Et on est vraiment très honoré de la confiance de la Mutualité française qui quand même a fait un pari en soutenant 2 projets sur lesquels intervient le YouStech Lab. Et on espère pouvoir être on va tout faire pour être à la hauteur de cette confiance. Et puis dernier détail, vous avez peut-être remarqué que vous avez nos premiers posters de recherche qui sont présentés de l'autre côté de cette paroi, qui ont été préparés par nos apprentis, parce que vous avez ici Noah, qui est apprenti en master de sociologie sur le projet attractivité des métiers du soin. Et c'est aussi la première fois qu'au YouStech Lab, nous faisons travailler des étudiants de master en sociologie en apprentissage. D'ailleurs, si vous êtes intéressés dans vos structures respectives, sachez que c'est un très bon moyen de vous attacher à les compétences d'un apprenti sociologue avec l'excellence de son encadrement pédagogique pour une somme tout à fait modique. Ça, c'est dit. Je regarde le chute. Alors, la crise d'attractivité, vous voyez que j'ai mis des guillemets. Pourquoi des guillemets, moi qui passe mon temps à dire à mes étudiants et à mes étudiantes, pitié, arrêtez de mettre des guillemets partout dans vos rédactions. En fait, il faut éviter ce que j'appelle les guillemets d'excuse. Quand on cherche un mot précis, qu'on ne le trouve pas, et qu'on met un mot à peu près approximatif, qu'on va mettre entre guillemets pour s'excuser de ne pas avoir trouvé le bon mot. Alors là, ce n'est pas vraiment la même démarche. Je mets entre guillemets crise d'attractivité, comme j'avais mis entre guillemets santé numérique, et comme j'avais mis entre guillemets fracture numérique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'expressions un peu fossilisées, qui flottent dans l'air du temps, mais qui n'ont pas de véritable définition, en tout cas pas de définition scientifique, ou en tout cas pas de définition scientifique stabilisée. Et donc, un de nos enjeux, c'est bien évidemment de profiter, excusez-moi, la chaleur et la fatigue font que mon vocabulaire se relâche un peu, profiter de la hype qui peut exister autour de certains termes, tout en même temps en gardant notre outillage critique, en interrogeant la valeur et la signification de ces termes. Alors, ce projet, il part d'un consensus qui s'exprime aujourd'hui. Et je crois que je vais surprendre personne. Il existerait de fortes tensions de recrutement dans les métiers du soin. Ces tensions peuvent être présentes. Donc on a tout un ensemble d'indicateurs, alors par exemple des rapports commandés par des branches professionnelles, des rapports de la Cour des comptes, donc tout un ensemble d'indicateurs qui sont produits pour objectiver les difficultés de recrutement formulées par les directeurs et les directrices d'établissements par exemple. Où la branche de l'aide à domicile annonce que 94% des structures de l'aide à domicile aujourd'hui se préparent à recruter et appréhendent des difficultés de recrutement. Vous avez aussi des approches projectives où la DREES a récemment sorti une étude
qui évalue à peu près un besoin de 200 000 emplois dans les métiers de l'accompagnement de la dépendance, ce qui est absolument colossal quand on connaît déjà les tensions autour de ces métiers. Donc on a un consensus autour d'un constat de difficultés qui peuvent être exprimés de manière très loin du terrain et aussi très proche du terrain. Donc ces rapports, ces constats, les politiques publiques s'en saisissent. Alors des rapports, des indicateurs. On a connu la période des Ségur qui posait la question de l'attractivité des métiers du soin autour de la revalorisation de ces métiers. Et il y a quand même une initiative qui est assez récente, qui est la mise en ligne de cette plateforme Prendre Soin, animée par France Travail, avec l'aide notamment de la CNSA et tout un ensemble d'institutions, et qui vise à servir un peu de vitrine des métiers du soin. Et qui est d'ailleurs assez intéressante à étudier, ne serait-ce que comme objet, de voir les choix qui sont faits, de mise en valeur des métiers, de leur qualité, pour susciter des vocations. Alors, ce discours de la crise, on le trouve, il s'exprime de manière très forte depuis la période du confinement, depuis la période du Covid, on s'en doute. Cela dit, en bon sociologue, on prend toujours cette dimension de regard critique, et on sait que ce discours de la crise, en fait, il revient de manière cyclique depuis déjà un certain temps. On a connu le débat brûlant autour des campagnes de recrutement d'infirmières espagnoles en 2003, si ma mémoire est bonne. J'étais assez grand pour m'en souvenir. On a aussi connu la crise des professions infirmières déjà dans les années 1980. J'étais un peu moins grand, je m'en souviens un peu moins bien. Mais finalement, ce vocabulaire de la crise n'a au fond pas grand-chose de nouveau. Et derrière cette invocation d'une crise des recrutements, de l'attractivité, on se rend compte que le terme de crise, il correspond à des périmètres qui sont très différents. Parfois, elle s'adresse aux professions médicales, déserts médicaux, la crise des déserts médicaux. Parfois, elle s'adresse aux professions paramédicales, aux professions du soin prises dans un sens très large, parfois dans le médico-social, parfois dans l'hospitalier, parfois dans le public, parfois dans le privé. Bref, ce consensus est un consensus de façade et qui révèle surtout l'absence de diagnostic. C'est-à-dire que derrière ce consensus, on voit des formes de diagnostic spontané finalement assez pauvres. Par exemple, oui, c'est bien connu, les Français ne voudraient plus travailler. Mais une fois que vous avez formulé ça, ou la fameuse génération Z aurait un rapport au travail qui serait déréglé. Alors, outre le fait que ce genre de diagnostic a un côté un peu OK boomer qui, en général, est une boussole qui indique plutôt le Sud, il reste que ce discours est un discours finalement très creux, puisqu'il revient à faire de cette crise de recrutement une sorte de boîte noire sur laquelle on ne pourrait pas faire grand-chose, le monde change, c'était mieux avant. Donc on ne peut pas, nous, se satisfaire de ce discours-là. Et je pense qu'il y a derrière ce discours de la crise, finalement, un discours d'impuissance. Quand on évoque le fait que les financements dans le médico-social sont ce qu'ils sont et sont insuffisants, que dire d'autre ? Quand on évoque un rapport au travail qui serait abîmé, que voulez-vous ajouter ? Et quand on évoque les nouvelles générations qui auraient un rapport au travail dysfonctionnel, que pouvez-vous faire ? Donc, on ne peut pas se contenter, nous, d'un discours d'impuissance, puisque d'une certaine manière, il nierait la propre ambition de notre travail sociologique. Puisque nous cherchons à aller chercher des mécanismes, des phénomènes dont on peut rendre compte, qu'on peut comprendre et expliquer, sur lesquels on peut éventuellement agir. Au fond, peut-être que la perspective la plus raisonnable, ça serait de ramener ces diagnostics spontanés à un diagnostic plus général, qui est celui notamment porté par Dominique Méda, sociologue du travail très influente dans le champ, et qui arrive à un stade aussi de sa carrière où elle a une capacité de synthèse sur le travail après 30 ans de travail extrêmement influent sur le travail. Et dans son dernier ouvrage, Prendre soin du monde, Dominique Méda repasse en fait toutes ces vérité évidente sur le travail, et on arrive plutôt, elle, au syndrome d'une désillusion généralisée vis-à-vis du travail. Qu'il s'agisse d'une dégradation constante des conditions de travail en France depuis au moins 20 ans, si ce n'est 30, qu'il s'agit d'une mise en échec des dynamiques salariales, avec notamment un rattrapage des salaires intermédiaires par les SMIC, ou par une absence de véritable politique salariale dans la fonction publique, ou qu'il s'agisse des impasses de l'incapacité des organisations à répondre aux attentes en matière d'équilibre vie professionnelle, vie privée, ce qui se passe, ça serait plutôt une désillusion partagée autour du travail qui expliquerait ce discours d'impuissance caché derrière le discours de la crise. C'est pour ça qu'une première façon de répondre,
serait peut-être d'aller chercher à objectiver des indicateurs relatifs justement au levier, au rapport au travail. Dominique Méda identifie finalement une triple crise, une crise des salaires, une crise des conditions de travail, une crise du sens au travail. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher des données de cadrage qui permettraient d'objectiver à l'échelle du secteur de la santé les éventuels ressorts de cette crise? Alors c'est pour ça que je vous ai proposé quelques petites questions à laquelle vous pouvez appliquer votre expertise. Et il y a de fortes chances que, en fonction de votre position dans le champ, en fonction de... Êtes-vous dans une position de direction opérationnelle, dans des services supports, dans le secteur public, dans le secteur privé? Vous allez probablement avoir des éclairages qui peuvent être localement tout à fait vrais, mais pas nécessairement conciliables les uns avec les autres. Donc, je ne vous fais pas le coup du sondage instantané, parce que je n'ai pas réussi à le faire avec les outils de l'université. Il faut être étudiant ou étudiante pour y participer. Mais je vous donnerai quand même les réponses en partant des données, simplement de la statistique publique. C'est-à-dire des données tirées de l'enquête emploi. Alors, les derniers traitements que j'ai faits portent sur les années 2021-2022. Les 23-24 sont en cours de traitement, mais on va considérer que c'est une approximation suffisante. Et je vous propose en fait une lecture en 4 étapes. C'est-à-dire qu'on va comparer à tout ce qui est hors santé. On va comparer les salariés qui travaillent dans les secteurs de la santé. Et ensuite, j'ai isolé un secteur très particulier qui est le secteur des EHPAD, puisqu'il concerne un secteur qui est considéré comme en grande fragilité aujourd'hui, notamment en matière d'attractivité vis-à-vis des professionnels. C'est-à-dire qu'on entend souvent que le secteur des EHPAD connaîtrait un facteur aggravé de cette crise d'attractivité. On aura l'occasion d'en reparler. C'est peut-être une idée fausse. Donc toujours est-il que j'ai sorti le secteur des EHPAD en distinguant dedans les EHPAD privés et publics. Alors je suis navré pour les EHPAD mutualistes et associatifs, mais l'enquête emploi ne me permet pas de distinguer le privé non lucratif et lucratif. Mais en tout cas, on peut au moins distinguer le public et le privé. On va ensuite comparer avec les salariés du secteur de la santé humaine prise au sens large, donc de la médecine hospitalière au travail social. Et on va ensuite comparer chacun de ces secteurs avec les salariés des secteurs hors santé. Et la façon dont on a raisonné, et ce que je vais vous proposer, sont des résultats toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on va contrôler le profil, les caractéristiques, parce qu'évidemment, les gens qui travaillent dans les EHPAD n'ont pas le même profil socio-professionnel que les gens qui travaillent à l'hôpital, qui n'ont pas le même profil socio-professionnel que les gens qui travaillent, que sais-je, dans les supermarchés, par exemple. Donc, on va contrôler de ces effets de composition. On va vraiment chercher du toutes choses égales par ailleurs. Si vous aimez geeker un peu, c'est de la régression logistique toute simple. On a des modèles un peu plus compliqués après, mais au fond, il n'y a pas de véritable enjeu technique derrière ça. Et on va essayer, on va poser comme valeur de cadrage des indicateurs qui sont liés aux conditions de travail et au rapport au travail. Si vous travaillez dans le secteur de la santé, avez-vous plus de chances ou plus de risques de travailler la nuit ou de travailler le dimanche? Si vous travaillez dans un EHPAD, avez-vous plus de chances ou plus de risques de chercher un autre emploi, d'avoir envie de vous enfuir d'une certaine manière? Si vous travaillez dans un EHPAD, avez-vous plus de chances ou moins de chances d'avoir moins d'1 an d'ancienneté, ce qui est un indicateur du turnover. Okay, et on arrive à des résultats alors qui paraissent un peu moches, mais on va simplement regarder les couleurs et qui vous donnent en fait, comme le disait Alex, qui vous donne en fait une seule réponse possible, à savoir, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le panorama des conditions de travail et du rapport au travail dans le monde de la santé en général et dans le monde des EHPAD en particulier, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres des professions de la santé, des métiers de la santé, donne des indicateurs un peu ambivalents. Par exemple, si vous travaillez en EHPAD, vous avez, donc j'ai mis en vert, une augmentation significative du risque de travailler la nuit, plutôt comparé à quelqu'un qui aurait les mêmes caractéristiques que vous, le même âge, le même niveau socio-professionnel, le même diplôme, mais qui travaillerait dans un secteur hors santé. Par contre, si vous travaillez dans le monde de la santé hors EHPAD, alors votre risque de travailler le dimanche va être plus faible que si vous étiez allé travailler dans d'autres secteurs. Donc c'est un moyen de faire apparaître par petites touches, de manière un peu impressionniste, les possibilités, les choix qui s'offrent
à des salariés ou à de potentiels salariés qui, dans un monde un peu caricatural, se poseraient la question, avec mon niveau de diplôme, où est-ce que j'ai envie d'aller travailler? Dans la grande distribution ou à l'EHPAD? Dans la construction ou dans la santé? Vous voyez? On va voir que, par exemple, si vous travaillez dans le secteur de la santé ou dans des EHPAD publics, le risque d'avoir moins d'1 an d'ancienneté est plus faible que si, à caractéristiques égales, vous travaillez dans un autre secteur que la santé. Par contre, le turnover est plus important dans les EHPAD privés. Donc, si vous avez là un léger sentiment de confusion, je pense que c'est lié à 3 choses. Premièrement, à la chaleur. Deuxièmement, à mon débit de parole. Vous êtes en train de communier inconsciemment avec tous les étudiants et les étudiantes qui subissent mes cours magistraux. Et c'est aussi parce que les résultats sont eux-mêmes compliqués et sont eux-mêmes ambigus. Le discours de la crise ne peut pas s'appliquer de manière univoque et uniforme au monde de la santé et au métier du soin. Et les salariés qui cherchent un employeur, qui postulent à des postes, qui préparent leur CV, qui choisissent une formation ou une spécialité, évoluent dans un univers des possibles où les conditions de travail ne sont pas exactement les mêmes en fonction des secteurs, des types d'établissements et des types d'activités. On peut faire la même chose pour les rémunérations. Donc là, vous avez l'application du même raisonnement, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, à âge égal, à diplôme égal. Ne me dites pas, oui, mais dans les hôpitaux, il y a plus de médecins, les médecins sont mieux payés. Non, non, tout ça, c'est contrôlé. On contrôle des caractéristiques socio-professionnelles des salariés et on va identifier l'effet pur, si vous voulez, du fait de travailler dans le monde de la santé, dans un EHPAD privé ou dans un EHPAD public. Et là, les résultats sont beaucoup plus univoques puisque, quel que soit le niveau d'analyse et quel que soit le profil de salarié, travailler dans la santé, ça rapporte plus que travailler en dehors de la santé. Vous remarquerez, donc si je reprends les chiffres, on va prendre, par exemple, j'ai calculé des effets en euros en fonction de votre profil. Si vous avez un profil d'infirmière, c'est-à-dire vous êtes plutôt une femme, vous avez plutôt 30 ans, vous êtes plutôt bac plus 4, vous avez un diplôme bac plus 3, bac plus 4 en fonction de votre génération, bac plus 2, bac plus 3, enfin dans ces eaux-là, un niveau de diplôme intermédiaire, supérieur intermédiaire. Si vous avez ce profil-là, et que vous allez travailler dans la santé plutôt qu'un autre secteur, vous allez avoir une espérance de gain mensuelle de 84 € par mois. Si vous travaillez dans un EHPAD privé, c'est 211, si vous travaillez dans un EHPAD public, c'est 300. Pour une aide-soignante, les écarts sont de 63, 158, 224 €. Et pour quelqu'un qui aurait un profil de type directeur, direction, bac plus 5, un peu plus âgé, 40 ans, etc., les écarts de rémunération vont être de 134, 337 et 477 €. C'est-à-dire qu'il y a objectivement, quantitativement, une attractivité salariale au métier de la santé, pris dans leur ensemble. Et quand on regarde le secteur des EHPAD, pris dans ces secteurs-là, surtout dans les EHPAD publics, un avantage qui est significatif. Bon, pourquoi vous avoir fait cette présentation? J'embraye maintenant sur le projet de recherche lui-même. L'objectif du projet de recherche, donc je vous donne quand même quelques réponses qui ne sont pas très satisfaisantes. Si vous voulez des réponses claires, il faut aller chercher des consultants. Les consultants, c'est 10 fois plus cher, ça répond toujours oui ou non, et ça dit toujours ce que vous attendez. Voilà. Chez nous, on est moins cher, en général, on parle un peu mieux, mais par contre, nos réponses sont rarement très très claires. Donc les salariés du secteur de la santé sont plus susceptibles de déclarer chercher un autre emploi, c'est plutôt vrai. Le secteur des EHPAD paye mieux, oui, ça c'est vrai, etc. Donc j'ai quand même mis quelques éléments de réponse. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'arriver à une formulation sociologique de cette crise d'attractivité. Et pour arriver à une formulation sociologique de cette crise de l'attractivité, il faut se donner les moyens, par notre dispositif d'enquête, par la collecte de matériaux empiriques, d'entrer dans un niveau de granularité le plus fin possible, de pouvoir distinguer les métiers, de pouvoir distinguer les régions, de pouvoir distinguer les types d'établissements. Et c'est bien cette ambition qui a été soutenue par la Mutualité française dans le cadre de ce projet. Donc c'est un projet de recherche financé par le FDSAM avec, comme toujours, une action transversale FEDER qui coporte la plupart de nos projets de recherche. Notre objectif, c'est d'arriver à la diffusion d'une enquête par questionnaire à l'échelle nationale. Donc on est encore en train de réfléchir au périmètre précis de diffusion, mais l'objectif serait de recueillir de 10 à 15 000 réponses pour pouvoir ensuite entrer dans le détail des traitements jusqu'à un niveau de granularité le plus fin possible.
Quelles sont les étapes? On a commencé, et c'est la fin de cette première année d'enquête, on a commencé par une enquête qualitative exploratoire. Alors j'ai mis auprès d'acteurs RH, en fait, on a identifié 3 niveaux. Des acteurs de terrain, directeurs, directrices d'établissements, d'EHPAD notamment, des gestionnaires RH à l'échelle régionale. Donc là, on s'est appuyé sur le réseau VIF3 pour rencontrer finalement des DRH régions, tout simplement, comme Jean-François qui était présent ce matin. Et on a aussi rencontré, je dirais, des DRH d'état-major. Alors ça pouvait être des DRH, des directeurs métiers, directrices communication, ça marche aussi, mais à l'échelle des états-majors, dans le monde mutualiste, pris au sens large. Puisque notre intuition est que le discours de la crise va varier, va être différent en fonction de ces niveaux, finalement, de distance, de rapport au terrain. Une fois cette enquête qualitative exploratoire traitée, on va diffuser un questionnaire préliminaire centré sur la région Centre-Val de Loire qui va nous permettre de réaliser les tests nécessaires pour passer au questionnaire final tel qu'il a été prévu. Nos engagements, des objectifs, des étapes, des engagements, comme dans tous les projets qui sont menés au Youth Tech Lab, sont prévus des actions de restitution et de réflexion, de réflexivité sur les pratiques auprès justement des publics RH tels qu'on les a identifiés. L'idée est, au moment de la présentation des résultats définitifs, de créer des ateliers de réflexion collective sur les leviers d'action, sur des dispositifs concrets qui pourraient être mis en œuvre, en partant de l'expertise de ceux et celles à qui nous nous adressons, pour que les résultats soient directement opérationnalisables par les acteurs de terrain. Donc j'en arrive à la présentation du cadre. Tout ceci est encore assez exploratoire, mais on commence à avancer, et notamment cette formulation sociologique de la crise, elle commence à se formaliser. Les premiers renseignements de l'enquête exploratoire, c'est que le constat des difficultés est communément partagé. Personne aujourd'hui ne dit qu'il n'y a pas de problème dans les métiers du soin. Je vous rassure. Néanmoins, le vocabulaire de la crise n'est pas toujours celui qui est employé. Et nous, tout l'objectif de notre enquête, c'est pas d'arriver avec nos gros sabots en disant « Ah bah, il y a une crise », mais c'est de voir si dans le discours des enquêtés, le vocabulaire de la crise apparaît spontanément, et d'arriver en fin d'entretien, s'il n'est pas apparu, à le proposer et à le tester, mais surtout pas à l'imposer. Et avec cette méthode assez prudente, qui est caractéristique de l'entretien en sociologie, on se rend compte qu'on va beaucoup entendre des questions de tension, des questions de difficultés conjoncturelles, mais le terme de la crise lui-même ne va pas être celui qui est le plus spontanément utilisé. Ce qui va plutôt être mis en avant, ça va être les facteurs organisationnels. C'est-à-dire que les conditions d'organisation du travail, les plannings, les horaires, la répartition des tâches, les modalités de management sont, quelles que soient les propositions suggérées ou défendues par les interlocuteurs, sont souvent mises en avant. Ce qui veut dire aussi qu'il s'agit là des leviers d'action identifiés par les acteurs de terrain. La transformation, cette transformation générationnelle ou générale du rapport au travail, une formulation négative, les Français n'aiment pas travailler, les jeunes ne veulent plus bosser, apparaît finalement assez peu. On l'entend, elle est quand même rare, elle est rarement affirmée telle qu'elle, c'est arrivé 2 ou 3 fois, mais pas beaucoup plus, et on entend plus de prudence vis-à-vis de cet argumentaire. Et enfin, on avait aussi voulu tester un éventuel effet Covid, c'est-à-dire une sorte de Covid long du rapport au travail, et qui est finalement assez peu cité par les enquêtés. C'est-à-dire qu'il faut quand même en arriver à le leur proposer, et quand on le propose, ils embrayent, mais moins que ce qu'on aurait pu attendre. Mais ce que nous disent toutes ces dimensions-là, c'est qu'elles nous révèlent surtout en négatif, un peu comme la matière noire qu'on ne peut pas observer directement, qu'on ne peut que deviner, un facteur qui, lui, apparaît peu parce qu'il est presque tabou, c'est le salaire. Puisque le discours général est que le salaire est un problème, mais qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, c'est probablement lié aussi au fait d'avoir travaillé dans un secteur, le secteur mutualiste, qui est caractérisé par des formes de régulation collective, une convention collective qui est contraignante et qui s'impose. Aussi parce que les marges de manœuvre en termes de financement sont ce qu'elles sont, très limitées. Et finalement, la stratégie du salaire est soit impossible, soit considérée comme délétère. C'est-à-dire que si vous commencez à payer vos aides-soignantes 300 € de plus, vous faites couler votre établissement très très vite.
Résultat, qu'est-ce qu'on en tient alors de ce que peut être l'attractivité? Alors je sais que les définitions de l'attractivité, notamment en sciences de gestion, existent et sont probablement pas les mêmes que celles qu'on va employer en sociologie, mais en reprenant les entretiens et en reprenant la littérature, on s'est dit on a constaté que dans le discours des enquêtés, la question de l'attractivité, elle était formulée en fait à trois, j'ai mis échelle, peut-être à trois niveaux différents dans le cycle de vie des salariés. C'est-à-dire que l'attractivité, ça peut correspondre à trois étapes différentes. En amont, comment est-ce que vous attirez des profils? Comment vous assurez que des personnes vont postuler, candidater sur vos offres d'emploi? Au moment du recrutement, comment sélectionner les profils? Si vous recevez 40 CV de quelqu'un qui n'a jamais fait de soins et qui n'a aucun diplôme, est-ce que vraiment ça vous intéresse? Probablement pas. Comment ensuite fidéliser les profils que vous avez recrutés dans vos équipes? Et en fait, les discours généralisants et globalisants ont tendance à agglomérer ces trois étapes, ou plutôt à opérer des glissements silencieux et jamais explicités. Parfois, on parle de la première étape, parfois de la troisième, parfois de la deuxième. Et nous, notre objectif, ça va être, de manière analytique, de créer, d'identifier ces trois dimensions de l'attractivité. Donc là, on reprend le cadre qui a été posé par Franck Cauchois, qui avait fait une sociologie du packaging, mais au fond, choisir un emploi, est-ce vraiment différent? Choisir un emploi depuis une offre d'emploi sur un site de petites annonces, est-ce que c'est vraiment différent du mécanisme par lequel vous allez choisir une voiture ou un paquet de jambon en faisant vos courses? Ça, c'est une question un peu plus théorique. Il reste que ces trois étapes-là semblent bien s'appliquer aussi à la question de l'attractivité des métiers. Donc dans les entretiens, on voit toujours ces trois étapes apparaître. Elles apparaissent de manière inégale. En fonction du type de métier, des territoires, du secteur activité, de la distance au terrain, nos interlocuteurs vont mettre en avant une de ces trois dimensions. Parfois, vont considérer qu'une de ces trois étapes ne pose pas problème. Et donc, tout notre enjeu pour nous, ça va être de construire un questionnaire qui va raisonner par faisceau d'indicateurs pour construire des configurations de situations dans lesquelles la question de l'attractivité pose problème. En fait, dans le discours des enquêtés, on voit apparaître une typologie spontanée des salariés, et c'est une typologie qui, bien sûr, est à déconstruire. Tout le monde en a conscience. Au fond, si on essaye de se projeter dans un monde dans lequel l'attractivité des métiers ne serait pas un problème, elle ne serait pas un problème pour trois raisons. Parce qu'il existerait trois profils complètement illusoires et bien sûr complètement irréels au sens philosophique du terme, mais néanmoins trois profils de salariés pour lesquels l'attractivité ne poserait pas de problème. Les mercenaires, si vous avez les moyens, vous en trouverez toujours. Demandez aux cliniques en Suisse. Les professionnels, pour eux, ce qui compte, c'est les conditions de travail. Si le travail est bien organisé, alors les professionnels peuvent s'investir dans les dimensions de leur métier qui leur parlent le plus, bien faire leur travail et être attirés par des conditions de travail qui leur permettent d'être une vraie infirmière, d'être un vrai médecin, d'être une vraie psychologue, d'être une vraie aide-soignante. Et puis le troisième pôle, ça serait la dame patronnesse, celle des années 1960, qui s'occupait des personnes âgées, qui s'occupait des personnes en situation de handicap, qui s'occupait des malades, sans compter ses heures, sans compter sa rémunération, uniquement portée par la foi et la vocation et le sens donné à son travail. Évidemment, nous, ce à quoi on s'attend, c'est que les configurations réelles de rapport au travail que vous nous exprimez, les salariés et les professionnels, en répondant au questionnaire, vont se situer quelque part entre ces trois pôles tout à fait irréels. Et le questionnaire doit nous donner les moyens de recueillir suffisamment d'informations, suffisamment détaillées, pour construire par petites touches des typologies réelles de professionnels des métiers du soin. Le dernier point qu'on voudrait mettre en valeur, et peut-être la plus-value scientifique de ce travail, ça serait aussi de saisir l'attractivité des métiers, non pas à un moment donné, tiens, je te montre une offre d'emploi, est-ce qu'elle t'attire? Mais plutôt de saisir l'attractivité dans une approche diachronique, c'est-à-dire comme parcours. Il y a des moments clés.
lorsqu'on est entré dans un établissement, lorsqu'on a choisi une formation, lorsqu'on a connu une évolution professionnelle. Et peut-être qu'en travaillant autour de ces moments clés, ce qui demande un effort de mémoire de la part des professionnels, mais on va y travailler, peut-être qu'en travaillant autour de ces moments clés, il sera possible de collecter les indicateurs suffisants pour faire émerger des configurations qui permettront de déconstruire ces typologies spontanées des salariés. On en arrive à la dernière étape, et c'est là que je vais vous donner la parole, puisque, Monsieur le Président, je suis ravi, tu arrives pile au bon moment, c'est-à-dire l'unique diapo de chat de la journée, puisque c'est bien évidemment un travail en cours, et que c'est le moment où nous avons besoin de vos retours, de votre sentiment sur ce projet, pour pouvoir continuer à travailler à la construction du questionnaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je suis très heureux de vous donner la parole. Élodie, Lionel, qui souhaite commencer? Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Ben, merci beaucoup pour cette présentation tout à fait passionnante. Voilà, moi, j'aurais... alors, je trouve ça tout à fait pertinent et tout à fait bien construit. Alors, je connais mieux le milieu hospitalier que celui des EHPAD, mais néanmoins, j'aurais deux remarques, peut-être méthodologiques presque, qui sont d'abord un point sur lequel il faut faire attention, qui est les RH, les DRH et les cadres dirigeants, qui très souvent sont myopes de la réalité du travail et de l'activité de travail véritablement, parce qu'ils sont à distance du travail la plupart du temps, et parce qu'ils ont tendance à gérer les process RH et les problèmes RH les uns après les autres, sans forcément les suivre dans le temps et en ayant le travers qui est bien normal, parce qu'ils sont débordés, parce qu'il y a de l'urgence, etc., de penser qu'une fois qu'ils ont mis en place des dispositifs, ils ont résolu un problème. Et donc attention à cette population des RH qui peut être à distance de ce qu'est la réalité du travail, de ce qu'est vraiment l'activité de travail, au-delà des tâches, comment tout ça se met en musique concrètement sur le terrain, dans les équipes, etc. Et ça me paraît d'autant plus important parce que ce que vous avez dit à la fin sur les moments, voilà, sont des moments, pour le coup, presque des moments de crise de l'implication et de crise de la carrière. C'est-à-dire que quand on change d'établissement, quand on cherche à aller en formation, quand on cherche à changer de fonction, quand on cherche une mutation, etc., très souvent, c'est le symptôme que la situation de travail dans laquelle on est arrivée à son terme pour nous. C'est-à-dire qu'on ne s'y retrouve plus. Et alors, bien évidemment, ça peut être positif, c'est-à-dire qu'on a dépassé cette situation de travail et on va vers une autre. Mais ça peut aussi être le signe qu'on est en crise dans cette situation de travail et qu'on veut en sortir. Voilà. Et du coup, ce n'est pas forcément au moment où ça se joue, au moment où ça se révèle, mais plutôt avant, de comprendre ce qui se passe concrètement dans les situations de travail, dans la mise en situation de travail des salariés, dans ces EHPAD. C'est là que la problématique du rapport au travail, du rapport à l'emploi, du rapport à l'établissement va véritablement prendre corps. C'est là véritablement qu'elle va être observable finalement. Alors peut-être par de l'observation directe plus que par des études longitudinales, plus que par des questionnaires. Mais néanmoins, c'est dans la compréhension de ce qui se joue dans l'activité de travail qu'on va voir où sont les blocages et où sont les réticences du salarié à maintenir son implication dans son emploi, dans son travail, etc. D'autant plus que Dominique Méda le dit bien, vous l'avez très bien dit, il y a la question du sens du travail, bien évidemment, qui est importante à saisir pour comprendre les dynamiques d'implication et de fidélité du salarié. Mais cette problématique du sens, on le voit très bien dans un secteur comme le soin. C'est pas le grand sens du travail. C'est pas quelles sont les grandes valeurs, à quoi je sers, à quoi sert mon travail, etc. C'est presque un sens directionnel. C'est-à-dire dans la situation de travail dans laquelle je suis, comment je m'en sors et comment je vais vers la situation suivante. Comment je réalise mon activité de travail. Comment je fais face aux blocages par le manque de moyens. Les blocages parce qu'il y a des injonctions contradictoires que je ne peux pas résoudre, parce que l'action managériale est mal posée, qu'elle va me mettre dans des cul-de-sac, etc., etc. Bref, comment vraiment je me sors de la situation de travail, je vais vers la situation de travail suivante. Donc vraiment un sens directionnel. C'est ça la vraie problématique du sens du travail aujourd'hui. C'est comment on se sort des situations dans lesquelles on est, comment on fait le travail, non pas le travail idéal qui serait le meilleur travail possible, etc., mais vraiment le travail qui permet d'avancer, qui permet de passer d'une situation à l'autre, qui permet de progresser. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre pour comprendre comment un salarié se retrouve dans un rapport
de tension avec son travail et son emploi. Ce qui va l'amener ensuite, bien évidemment, à sortir de la situation de travail et ça. Donc, et ça, les DRH, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure population pour l'observer. Moi, j'irais peut-être davantage vers les salariés eux-mêmes, vers la compréhension des situations de travail, vers l'observation des situations de travail, pour voir concrètement ce qui s'y joue. Merci. Et je me permets juste d'ajouter, pour le coup, si je regarde moi mes terrains qui sont plutôt à l'hôpital, on voit très bien dans des terrains à l'hôpital qui sont des terrains de clinique de l'extrême. Par exemple, la réanimation néonatale. Où là, il n'y a pas de problématique d'implication, il n'y a pas de problématique de fidélité. Il y a des gens qui ne veulent pas en sortir, quoi. Qui sont là, qui bossent depuis 10 ans et qui ne veulent pas quitter leur travail, qui veulent y rester parce qu'ils s'y jouent des choses qui sont absolument passionnantes, parce que leurs compétences sont mises à l'épreuve et parce qu'il y a des moyens qui leur permettent de faire face aux situations, parce qu'il y a des dynamiques dans les équipes qui sont intéressantes, il y a des prises en charge holistiques des situations, il y a de l'interprofessionnel, etc. Il y a de l'articulation sciences humaines, sciences médicales. Et tout ça maintient finalement l'implication des salariés à long terme. Et la question, le sens directionnel du travail est résolu, et donc la question du sens du travail, est-ce que je me maintiens dans l'emploi, finalement ne se pose pas. À l'inverse, à l'hôpital, quand on va vers des secteurs qui sont peut-être moins intéressants, voilà, plus ronronnants, bah là les questions de motivation se posent. Merci. Élodie, je vous en prie. Déjà, merci de m'avoir conviée à cette table ronde. Donc, moi, je suis directrice de 2 EHPAD dans le Loir-et-Cher. Donc, je vais parler de mon expérience et de ce que je vis au quotidien. Je suis plutôt impliquée et directrice de terrain. Donc, je connais les réalités professionnelles, même si je suis directrice. Je ne suis pas enfermée dans mon bureau. C'est important quand même de le préciser. Et l'implication des managers, elle est pleine et entière, et des managers de proximité d'autant plus. Et les difficultés, elles nous traversent aussi, nous. Et elles traversent aussi les services supports qui sont là aussi pour nous soutenir, je le dis, parce que si elles n'étaient pas là, on serait quand même surchargé d'autres multitâches complexes. Moi, ce que je retiens, c'est 2 slides. Il y a la slide numéro 6, j'ai pas pris de petit carnet de notes, mais qui fait la liste en fait d'éléments qui aujourd'hui constituent, à mon sens, je sais pas une vérité absolue, des critères d'attractivité. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, j'ai commencé dans le secteur médico-social et j'en suis quand même la preuve en 2006. Et c'est ce secteur-là qui a porté mon parcours et qui m'a fait évoluer jusqu'à des fonctions de direction, en passant d'abord par une fonction de surveillante de nuit dans un foyer. Donc je suis très contente aussi de la slide numéro 8 qui parle de ces salaires qui sont quand même effectivement relativement plus attractifs que dans d'autres secteurs d'activité, parce que c'est aussi une vérité que nous, on communique aux équipes. En revanche, ce que j'observe moi, c'est qu'effectivement, il y a 20 ans, de ce que j'ai pu voir, les critères d'attractivité étaient moins nombreux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je voulais un CDI. Aujourd'hui, je côtoie des générations qui ne veulent pas de CDI et qui veulent des CDD, par exemple. Et ce que je vois, c'est que c'est plutôt dans des actions très concrètes liées à ces critères-là, c'est-à-dire travailler la nuit. Par exemple, travailler la nuit, même si c'est amené comme un risque, concrètement, ce sont les postes qu'on n'a aucune difficulté à pourvoir, en fait. Les postes de nuit, très vite, quand on diffuse une offre d'aide-soignant de nuit, eh bien, on trouve très rapidement des candidatures. En revanche, moi, aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul, des candidats d'aide-soignants qualifiés, expérimentés, j'en reçois vraiment sur la plateforme qu'on a en diffusion, tous les 2 mois, c'est tout. Et je n'ai pas forcément le choix de sélectionner en fait les candidats. Très clairement, je reçois systématiquement des professionnels en entretien. Et je parle de ma réalité, je ne dis pas qu'elle s'étend à toute la région, puisque le Loir-et-Cher est un département qui est identifié suite à un diagnostic réalisé par le conseil départemental, l'ARS et puis des organismes gestionnaires, un département où effectivement on voit qu'on est en difficulté pour fidéliser, attirer, sélectionner et fidéliser des aides-soignantes en particulier. J'ai une collègue qui travaille, qui dirige un établissement dans le Cher, et elle, très clairement, elle est en difficulté pour recruter des infirmières et pas des aides-soignantes. Donc en fait,
il y a des critères qui se sont multipliés d'attractivité, qui sont liés parfois à des réalités sociales, économiques, géographiques, des critères démographiques aussi. Et ce que je vois, moi, c'est qu'il y a quand même des gens dans l'institution qui sont là depuis 10 ans et qui ne veulent pas partir. Voilà, qui sont bien à l'EHPAD et qui sont contents d'être à l'EHPAD, qui trouvent toujours du sens. Je trouve aussi qu'on a aujourd'hui mis en place on a mis en œuvre des démarches de prévention liées aux risques professionnels, notamment sur le volet des troubles musculo-squelettiques, mais aussi sur le volet des risques psychosociaux. En tout cas, on travaille sur ces sujets-là. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, là où moi je pense qu'on a du travail à accomplir, c'est surtout d'étendre, d'assouplir nos organisations de travail en s'appuyant sur les critères justement d'attractivité qui se sont multipliés. C'est-à-dire que moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent par exemple travailler un week-end sur 3, avoir un jour de repos fixe, travailler parfois en 7 heures, parfois en 12 heures, parfois en 10 heures. Et je pense que c'est dans ces critères-là que les candidats qui arrivent nous fixent, qu'on peut trouver des moyens d'attirer, de sélectionner et de fidéliser surtout. Enfin, d'attirer et de fidéliser, je dirais. Pas forcément de sélectionner. Voilà. Merci. Donc à votre échelle, ça dépend peut-être un peu des métiers, non ? Le dosage entre attirer, sélectionner, fidéliser, peut-être ? Ou est-ce qu'il y a une étape qui est plus délicate que l'autre, finalement, dans ces métiers, pour recruter dans ces métiers du soin ? Attirer, je pense que c'est quand même, quelque chose qui est lié beaucoup à la communication autour des métiers du soin. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des services supports qui communiquent. On devrait s'améliorer un peu plus, je pense, dans la communication. Il y a plein de choses qui sont en marche, mais après, attirer... Concrètement, encore une fois, je parle de mon expérience. On met en place des contrats d'alternance, d'apprentissage, on recrute, on ouvre à des profils qui ne sont pas qualifiés et on les forme en fait. C'est le pari qu'on fait puisqu'on ne trouve pas de personnel qualifié. Donc on recrute, on forme, on double, ensuite on propose des formations. C'est aussi une réalité qu'on vit en EHPAD. On s'adapte en fait, je dirais. Après, dire que c'est dépendant des fonctions, oui, sans doute. C'est aussi, selon certaines catégories, plus facile que d'autres. Peut-être une question un peu théorique, Lionel. Nous, ça se voit, on a un peu triché autour de la question d'attractivité, parce qu'on a foncé un peu dans le projet en se rendant compte qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver... Il n'y a pas de définition sociologique de ce que serait l'attractivité. La captation comme processus, ça a été traité, Cauchois, Pascal Trompette, c'est bien acquis en sociologie économique, mais la notion même d'attractivité, je vous regarde, Noah, vous me corrigez, mais... est vraiment difficile et pas attesté dans la littérature. Alors, est-ce qu'en sciences de gestion, c'est un concept qui est étudié en tant que tel, ou est-ce qu'il y a aussi cette sensation qui serait peut-être un peu flottant ? Non, les sciences de gestion, c'est de la sociologie appliquée, donc les cadres théoriques sont globalement les mêmes, et l'attractivité en dehors du marketing, véritablement, qui n'est pas mon domaine, non, il n'y a pas de... C'est pas en soi un concept. Il faut trouver là un objet sociologique peut-être qui puisse être appréhendé. Le processus de captation peut-être plus davantage. Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaiterait rebondir sur aussi amener vos apports ou vos suggestions, Encore une fois, le questionnaire n'est pas encore écrit, donc c'est maintenant. Levez-vous aujourd'hui ou taisez-vous à jamais. Vous aurez toujours le temps de dire après coup que le questionnaire était mal fait, mais c'est le moment d'apporter vos suggestions. Oui. Peut-être que il y a des choses à voir si le questionnaire n'est pas rempli, à voir sur comment les salariés vivent justement leur relation de travail, leur activité de travail, et comment ils trouvent dans le fonctionnement organisationnel des choses qui peuvent effectivement les supporter. Je pense au questionnaire de Karasek, par exemple, dont il est possible de s'inspirer pour essayer de comprendre comment les salariés trouvent dans le fonctionnement de l'organisation, dans le rapport managérial, dans le rapport aux autres, des solutions pour les tensions, les paradoxes, les dysfonctionnements auxquels ils sont confrontés, et qui sont les vrais vecteurs à la fois de l'insécurité psychologique au travail, derrière ça des TMS, et puis de la rupture avec la relation de travail et la relation d'emploi.
Merci. Élodie, est-ce que le triptyque salaire, conditions de travail, sens apporté au travail vous semble efficace, mais très analytique bien sûr, pour commencer à poser la question, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on passe à côté de quelque chose ? Non, je pense que ce sont des critères et des questions qui se posent. Je suis en train d'essayer de me remémorer les entretiens professionnels que j'ai eus quand j'ai débuté mes fonctions sur l'établissement il y a 4 ans. Moi, je pense que la question du sens, pour eux, elle est évidente. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce secteur-là parce que justement, c'est tout le sens qu'ils donnent à leur métier. C'est la raison d'être de l'organisation sont les personnes accompagnées. Et si les personnes sont dans ce secteur, en tout cas, c'est le message que j'ai pu entendre à plusieurs reprises, c'est parce que elles se sentent à leur place, parce qu'elles se sentent utiles. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Après, sur la question du salaire, force est de constater qu'on manage des équipes qui vivent des situations sociales et économiques très dégradées, de plus en plus. Je le dis très clairement, on reçoit des avis de saisie sur salaire presque tous les jours. Donc, alors, je ne sais pas à quoi cela est dû, mais je pense qu'elles vivent des réalités économiques très complexes, et même que le critère d'attractivité, un des critères d'attractivité, actuellement, on devient même le 12 heures parce que ça leur dégage du temps supplémentaire pour travailler encore plus. Certaines travaillent davantage. Elles font le 12 heures et sur leur petite semaine font des journées en plus pour gagner plus d'argent. Alors je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Il y en a peu, mais il y en a. C'est vrai que la crise du rapport au travail est peut-être aussi tout bêtement une crise du rapport au salaire. Oui. Oui, c'était plutôt une réflexion très peut-être naïve, de très loin, mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, les professionnels qui s'investissent dans le champ de la santé ou du médico-social ont quand même, je pense, des profils peut-être psychologiques, ou en tout cas des attentes par rapport au travail qui sont aussi assez spécifiques, qui ont besoin d'une forme de reconnaissance. Vous avez dit que les gens sont là parce qu'ils se sentent utiles. Je pense que quand même, on n'attire pas, on ne manage pas et on ne fidélise pas ces professionnels qui vont s'investir auprès de personnes qui sont en difficulté, qui sont en perte d'autonomie, de la même façon qu'on pourrait attirer, manager, fidéliser, je ne sais pas moi, des gens qui vont être traders ou qui vont travailler dans un garage. Enfin, je caricature à outrance, mais je pense que malgré tout, il y a aussi besoin d'une forme de reconnaissance, vraiment de leur utilité, de la plus-value, de la noblesse aussi des actes qu'ils ont auprès des personnes qu'ils accompagnent. Et je pense qu'il y a aussi la société générale qui doit mieux valoriser tout ce qu'ils font. On entend quand même régulièrement, mais moi, aller travailler dans un EHPAD pour faire la toilette d'un vieux, hors de question. Je suis désolée, mais pour l'avoir fait aussi sur le terrain, lors d'expériences et de stages et de jobs, mais on ne fait pas que la toilette d'un vieux. Il y a une vraie relation humaine qui peut se créer, il peut y avoir un vrai moment de complicité, mais tout ça, on le perd, on ne le valorise pas dans la société, et je pense que ça contribue à un manque d'attractivité. Et c'est pas très sexy, des fois, de dire ce matin, je vais aller faire la toilette de 15 personnes âgées. En EHPAD, c'est ça. Mais n'empêche que c'est des moments qui peuvent être très valorisants et très valorisés, et qui devraient mieux l'être, en tout cas, pour avoir une meilleure attractivité. Et je pense qu'il faut étudier ce profil un peu psychologique aussi des personnes dans le questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent concrètement et comment est-ce qu'ils se perçoivent dans leurs tâches. Merci. Et pour compléter, pourquoi ils partent ? Après tout ce que vient de dire Marie, en fait, il y en a qui partent. Peut-être comprendre pourquoi finalement ils partent malgré ce travail qui avait du sens pour eux et qui amenait tout ce qu'ils voulaient dans la valeur, dans la noblesse du travail. Essayer de comprendre pourquoi ils partent. Il y a une question. Vous avez une question derrière, Kevin. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'aimerais qu'on puisse travailler aussi sur une autre approche qui est le fait de dire, et tu disais, Élodie, ils ne veulent pas signer de CDD. Moi, j'ai aussi créé un pool de remplacement d'aides-soignantes, et en fait, ce qui attire, c'est aussi la liberté
Et ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est de pouvoir dire je travaille pendant 3 mois, puis je m'arrête, je pars 2 mois en vacances, je prends les vacances scolaires, je ne travaille pas les week-ends. On a quand même de plus en plus d'infirmières qui veulent pouvoir emmener leurs enfants à l'école. Et pourtant, on se dit comment est-ce qu'un étudiant ou une étudiante peut se dire je me lance dans des études d'infirmière, mais je ne veux pas faire de week-end, je ne veux pas, je veux pouvoir aller à 5 heures à la sortie de l'école, etc. Et je me dis, bon, travailler sur l'attractivité, c'est nécessaire, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, nous, revoir nos organisations rigides dans nos établissements et travailler un petit peu sur les équipes contre équipes. Est-ce qu'on est toujours obligé de garder cette organisation hospitalière qui est ultra rigide? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, nous, un peu oser, dans nos directions, oser modifier les organisations du travail, oser proposer des gens qui travaillent que la semaine, des gens qui travaillent que les week-ends, comme certaines grandes entreprises le font, sur une période d'1 an, de se dire tu fais que des week-ends, parce qu'en fait, du coup, la semaine, pas de garde d'enfants, je gère l'école, je gère les activités, enfin voilà. Et à chaque fois qu'on en parle, on se dit non, mais comment on va faire les réunions de service et la continuité de la prise en charge, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arriver à réfléchir à changer nos organisations dans nos établissements. Merci. Je rebondis en pensant à un entretien qu'on a pu faire où quelqu'un nous a dit, c'est un petit peu en creux de votre intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les aides-soignantes et les infirmières notamment peuvent se permettre de sauter d'un poste à l'autre. C'est aussi l'état du marché du travail. Et quelqu'un nous a dit, en fait, vous savez, il n'y a pas de crise, c'est juste qu'elles sont en position de force. Et quand on est en position de force, et elles ne sont pas assez nombreuses, les infirmières c'est un problème, les aides-soignantes diplômées d'État, c'est compliqué, le personnel est peu qualifié, et en plus se dirige pas prioritairement, par exemple, vers les métiers du grand H et de la dépendance. Et ça me fait aussi un petit peu penser à ce qu'on pouvait dire sur l'emploi ouvrier dans les années 1970. En période de plein emploi, déjà, les patrons d'usine se plaignaient d'employés qui étaient instables, qui claquaient la porte de l'usine sans prévenir, qui changeaient d'employeur au plus offrant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne change pas votre problème opérationnel, mais ça permet de dénaturaliser le problème. C'est-à-dire que ça ne serait pas un vice des salariés qui, aujourd'hui, seraient devenus des mercenaires sans loyauté. C'est simplement un état du rapport de force sur le marché du travail qui fait que quand les employés sont en position de force, c'est aux employeurs de s'adapter. Mais c'est une intuition. Oui, Lionel ? Non, c'est tout à fait vrai. Il y a néanmoins quand même ce rapport au travail qui est un peu différent, quand même, qui s'est quand même modifié avec des individus qui... Il y a une image qui vient d'un sociologue d'ailleurs, qui est intéressante, qui compare les individus... Les vieux, on va dire, de mon âge, et les jeunes d'aujourd'hui, en disant on a, notamment dans le rapport au travail, des oignons et des cerises. C'est-à-dire des oignons, qui ont conscience qu'il faut être cuisiné pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et qu'on apprend couche par couche. Et qu'on apprend par la formation, par la socialisation professionnelle, par la confrontation à des situations, etc. Et on sait que il va falloir de l'expérience pour que ça fonctionne. Et en face de ça, on a de jeunes générations qui sont tendance quand même à se définir comme des cerises. C'est-à-dire il y a immédiatement la pulpe et c'est immédiatement bon. C'est toute la rhétorique du talent qu'on voit derrière ça, comme si on avait aujourd'hui des talents, c'est-à-dire des individus qui sont tout de suite bons et qui vont tout de suite être performants au travail sans avoir à apprendre. Et à force de dire ça aux jeunes qu'ils sont des talents, ils finissent par le croire et finissent par croire que l'organisation doit tout de suite leur donner les bonnes conditions de travail, les bons salaires, etc. C'est-à-dire pas celles qui permettent à l'organisation de bien fonctionner et au travail de bien se faire, mais celles qu'eux considèrent comme étant les bonnes. Donc il y a quand même cette posture. Et je voulais surtout rebondir sur ce que vous dites, parce que vous avez tout à fait raison, l'organisation doit s'adapter à ça. Mais quand même, quand on voit, vous citez les grandes entreprises, quand on voit les entreprises, en dehors de ce secteur-là, qui arrivent à façonner leur organisation du travail pour qu'elles prennent en compte ces changements de posture, ces changements anthropologiques véritablement chez les jeunes générations, sont des organisations dans lesquelles, pour le management, c'est clair comme de l'eau de roche que le management ne sait pas quoi faire. Voilà. C'est-à-dire que la posture managériale de base, c'est l'humilité managériale. Je sais que je ne sais pas. Je sais organiser, je sais donner des moyens, mais je ne sais pas comment faire le travail. Même si je l'ai fait auparavant, même si je suis passé par là, j'oublie, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est ma posture de base. Et je confie aux gens de terrain le pouvoir organisationnel. C'est le principe de subsidiarité.
Et donc, plus on va mettre en œuvre ce principe de subsidiarité accompagné d'une posture managériale qui est au service de la situation de travail, fondée vraiment sur l'humilité managériale, plus on va voir des organisations se réinventer par en dessous. Hein. Et finalement, on va trouver des solutions organisationnelles qui vont permettre aux gens de s'impliquer, y compris de s'impliquer durablement, y compris de trouver par eux-mêmes les solutions qui vont leur permettre de débugger leur situation de travail. Et ça, ce sont vraiment les clés d'une implication à long terme et d'une fidélité des salariés. Pardon ? Oui, parce que ça suppose que le manager accepte de ne pas savoir et accepte de se mettre dans une posture qui est uniquement une posture organisationnelle. C'est-à-dire, je vais donner les moyens à mon équipe de s'organiser, de trouver des solutions, etc. Et ça, ce n'est possible, encore une fois, que si le manager est dans cette posture d'humilité managériale et si les limites ont été pensées. Voilà. C'est-à-dire à quel moment, au contraire, je bascule dans une autorité managériale, parce que là, on est en dehors vraiment de la réalisation du travail. Il ne s'agit pas d'organiser une démocratie organisationnelle, mais de confier, par le principe de subsidiarité, le pouvoir de décision sur l'organisation du travail aux gens qui font le travail, quoi, véritablement. Merci. Thomas, une question ? Oui, moi ça me faisait penser, parce que vous disiez, ça revient par rapport aux perspectives d'évolution. Peut-être que c'est un levier, le fait de savoir qu'on va rentrer dans un emploi et qu'on pourra progresser, changer de poste. Peut-être ça peut être un levier d'attractivité qui doit peut-être un peu plus explicite, je ne sais pas. Je ne sais pas après si en pratique c'en est un ou pas. Et puis moi il y a un champ de la recherche qu'on appelle les magnet hospitals, qu'est-ce qui fait que certains hôpitaux attirent plus de salariés que d'autres. C'est peut-être intéressant de regarder via ce concept-là aussi. Ouais, c'est une question qui a été évoquée, celle du bouche à oreille. Quand on a surtout dans des établissements installés alors un peu en zone rurale où finalement des employeurs, il n'y en a pas tant que ça. Quand vous êtes un EHPAD à Vierzon, par exemple, des gros employeurs, il n'y en a pas beaucoup, enfin, en périphérie de Vierzon. Et le bouche à oreille, apparemment, peut être très efficace ou très redoutable. Élodie, qu'en pensez-vous ? C'est totalement vrai. On le vit au quotidien. Même avec parfois des intérimaires qui vont venir pêcher nos CDI pour les convaincre de rejoindre des agences d'intérim. Ça arrive aussi. Donc ça, c'est super compliqué. Bon, nous aussi, on essaie de pêcher des intérimaires, mais on est moins attractif niveau salarial, hein, ça c'est une évidence. Par contre, effectivement, la notion de parcours dans le secteur, je pense que vraiment des aides-soignants, une jeune personne qui débute un parcours en devenant aide-soignante, qui peut aller vers des études d'infirmière, qui peut ensuite devenir cadre de santé, qui peut ensuite devenir directrice. Enfin, c'est le cas. Au sein de l'EHPAD que je dirige, il y a une infirmière qui fait la formation de qui est devenue IDEC et qui aujourd'hui fait une formation de directrice. Donc c'est vraiment un secteur, moi, où je vois que les gens, la notion de parcours, elle est très présente. Après, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Sophie. Moi, je suis complètement convaincue que nos organisations, effectivement, doivent s'assouplir. Les postures managériales le font de plus en plus dans notre secteur d'activité. Hein. Il y a des projets de management par l'autonomie où, en fait, on mobilise le pouvoir d'agir des soignants, on essaie de leur donner le choix. Mais il y a aussi, quand même, ce volet très individuel où, quand on arrive, eh bien, on se dit, oui, voilà, moi, je veux concilier ma vie privée avec ma vie professionnelle. Je ne veux pas travailler le mercredi. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire concilier les différents besoins des différentes générations. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vrai qu'on donne ces catégories X, Y, Z. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont dans le sacrifice, moi, de ce que je perçois. Hein. D'autres qui, par contre, mettent beaucoup de limites et ont des exigences. Alors, je ne sais pas si on peut parler de cerises ou d'oignons, mais ce qui est certain, c'est que nous, on doit moduler une organisation aux petits oignons et que c'est parfois compliqué. Et je pense que le cadre organisationnel, structurel et juridique parfois nous empêche de pouvoir assouplir certains modèles. Mais il y a un exemple que j'ai juste envie de citer, et après je m'arrêterai là. Ça a été organisé dans le cadre d'un séminaire par Vive, en collaboration avec l'ANAP. C'est l'invitation d'un monsieur qui s'appelle Pascal Ségaud. C'est un directeur qui est un peu star sur LinkedIn. Et alors lui, il a fait le pari de dire moi, en fait, je vais adapter les conditions de travail aux besoins et aux attentes des salariés. Et je suis sûre qu'ils auront en ayant une qualité de vie au travail, ils feront de la qualité et j'aurai plus d'absentéisme. Il a réussi, et c'est vrai, les chiffres parlent pour lui, en 5 ans à réduire son taux d'absentéisme de manière assez drastique. Voilà. Et donc c'est plutôt intéressant comme expérimentation. Et nous, on voudrait le mettre en place, ce projet d'horaire à la carte. Voilà, à titre expérimental. Hein.
Merci. Je trouve que une organisation aux petits oignons, c'est quand même un très beau mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant de donner la parole à M. Philippe Rouingeard, qui nous fait le plaisir et l'honneur de dire quelques mots de conclusion, je voudrais d'abord prendre le temps de vous remercier, tous et toutes, qui avez bravé la chaleur, les événements concurrents, les multiples adversités. Je pense aussi à tous ceux et toutes celles qui étaient là ce matin et qui sont repartis. J'étais très heureux de voir en fait dans le public un reflet de ce qu'est l'ambition institutionnelle du Youth Tech Lab, c'est-à-dire effectivement une équipe de recherche académique, mais dont l'identité est profondément ancrée dans des dynamiques collaboratives et dont l'ambition est d'abord et avant tout participative. Et le fait que vous ayez représenté aujourd'hui tout le spectre très large de nos partenaires, de nos financeurs, de ceux et celles qui trouvent de l'intérêt aussi aux projets tels qu'ils sont réalisés chez nous, c'est un signe extrêmement encourageant pour continuer notre dynamique et pour préparer le prochain congrès qui aura lieu dans 2 ans. Je pense que ça suffit comme petit mot de conclusion. Philippe, est-ce que je peux te proposer de prendre la parole? Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup Élodie. On peut vous applaudir. Juste très bref, rassurez-vous. Merci Thomas de me donner la parole. Je suis vraiment ravi, honoré de clôturer ce colloque, ce 4e colloque du Youth Tech Lab, consacré cette année à un sujet qui me paraît essentiel et qui est essentiel aux yeux de l'établissement que je préside à l'Université de Tours, et c'est celui d'une recherche implicative, participative, donc capable d'impliquer les acteurs et puis applicative pour produire des applications concrètes. Alors d'abord, permettez-moi de saluer et de remercier l'ensemble des organisateurs, Thomas en premier lieu, et puis de tous les intervenants de cette journée. Je n'ai pas pu assister à tout, vous l'avez remarqué, une journée chargée, mais je suis absolument certain de la qualité de la richesse des échanges que vous avez pu avoir, des retours d'expérience, de l'avancée des projets de recherche, de tout ce qui a été sans doute évoqué tout au long de cette journée, tout au long de ce colloque. En soi, je dois dire que c'est une nouvelle étape franchie par le Youth Tech Lab, une nouvelle illustration de cette dynamique de recherche qui est engagée déjà depuis plusieurs années, depuis 5 ans, si je ne me trompe pas. Ce qui est particulièrement frappant, c'est cette trajectoire qui se déploie simultanément dans plusieurs temporalités, des résultats déjà consolidés avec le GEM 2.0, des projets en cours d'expérimentation, des perspectives nouvelles qui se dessinent aussi avec notamment le projet Ecosnum, Centre Val-de-Loire. Cet élan, il est aussi marqué par la vitalité de projets qui ont été déposés et qui ont été financés. C'est encore plus formidable quand c'est financé par le FEDER, PREPS, le tiers-lieu, la Mutualité française. Donc, plus qu'une dynamique, c'est la preuve de l'utilité fondamentale du Living Lab dans son écosystème. C'est une dynamique qui s'illustre aussi par la diversité des méthodes de recherche qui sont employées, sociologie quantitative, l'enregistrement vidéo, l'anthropologie visuelle, qui permet par exemple de filmer des situations concrètes pour analyser des gestes, des paroles ou encore des attitudes. La pédagogie par l'illustration, c'est un des meilleurs leviers existants aujourd'hui, particulièrement au moment où les étudiants ont de plus en plus accès à des données théoriques, purement théoriques. C'est un bel exemple aussi de la pluridisciplinarité qui est à l'œuvre dans ce projet. Et dans le tissu académique et médical de notre territoire, d'où l'intérêt de s'impliquer collectivement avec le BIF 3, Centre Val-de-Loire, le CHU de Tours, bien sûr. Croiser les regards, les disciplines, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Thomas le sait bien, j'y suis très attaché. C'est une orientation stratégique que j'ai voulu donner à l'Université de Tours, notamment en ce qui concerne l'application des sciences humaines et sociales, et tout particulièrement, si je puis dire, mais pas que, les relations avec, bien sûr, le domaine médical, les recherches autour du soin, de la santé. Notamment le soin, parce que ces mutations dans le cadre du soin, notamment technologiques, elles sont extrêmement importantes, d'où ce besoin de croiser la recherche médicale, la recherche en santé, avec les recherches en sciences humaines et sociales. Mais le numérique en santé, ce n'est pas qu'une question d'outils. Ce numérique en santé, il transforme des pratiques, mais il transforme aussi des relations humaines, des organisations, parfois même notre rapport aux soins. Et pour comprendre toutes ces transformations, les sciences humaines et sociales, moi j'en suis vraiment persuadé, sont indispensables.
Anthropologie, sociologie, philosophie, psychologie, on voit bien comment ces disciplines permettent de rendre visibles des réalités que les seuls indicateurs techniques ne suffisent pas à saisir. Cette interdisciplinarité met aussi en lumière la pertinence des sujets qui sont couverts par le Youth Tech Lab. Ces travaux, dont certains, je le sais, ont été présentés ici, permettent d'interroger des notions omniprésentes dans le débat public. La digitalisation de la santé, j'en ai parlé un peu, la fracture numérique également, avec l'appropriation et l'acceptabilité des outils, des pratiques, l'attractivité des métiers du soin, évidemment. Ces expressions, elles sont partout, mais finalement, ça pose plein de questions. Que recouvrent-elles réellement? Quels enjeux cachent-elles? Quels usages concrets désignent-elles? Comment prendre en compte, sans simplification ni parti pris, les freins, les attentes, les réalités vécues par les acteurs? C'est des sujets qui sont d'autant mieux traités dès lors que la recherche implique tous les acteurs concernés. Et cet aspect participatif, il est ancré par nature dans ce qu'est un Living Lab. C'est sans doute là la très grande force du Youth Tech Lab, ne pas produire une recherche sur les acteurs, mais une recherche avec les acteurs. Patients, soignants, associations, comités d'éthique, institutions. Cette pluralité des regards, elle permet de produire des résultats plus précis, plus utiles, mais aussi bien mieux appropriés. Car une recherche qui reste confinée dans le seul espace académique, elle manque une grande partie de sa vocation finalement. L'enjeu, c'est aussi de permettre cette appropriation des connaissances, leur circulation et leur application concrète. Bref, ce projet applique à son échelle tout ce que l'union de partenaires peut proposer de meilleur et de ce que peut apporter la recherche à son territoire et à la société. J'ajouterai enfin que ce projet représente une chance pour la formation des futurs professionnels de santé. Les chercheurs, les hôpitaux universitaires qui sont impliqués transmettent déjà cette culture de l'interdisciplinarité, du dialogue, de l'attention portée aux usages. Tout ça augure de générations de soignants mieux formés à cette implication collective, à cette attention du regard de chacune et de chacun, à l'heure où nous préparons notamment l'universitarisation des études en sciences infirmières, au sein des IFSI. Cette approche me paraît particulièrement précieuse. Dans un contexte où les transformations technologiques s'accélèrent, ce colloque nous rappelle une chose essentielle: le numérique en santé ne prendra pleinement son sens que s'il reste profondément humain, collectif, attentif aux usages réels. C'est précisément ce que porte le Youth Tech Lab depuis 5 ans, je l'ai dit, et dont vous avez pu percevoir une partie des travaux aujourd'hui. Je voudrais saluer une nouvelle fois les personnes impliquées dans cette journée, les personnes qui font vivre au quotidien le Youth Tech Lab. Bravo pour ce colloque, bravo pour l'organisation de ce moment précieux d'échange, de rencontre. Et puis pour finir, puissent ces discussions engagées aujourd'hui se poursuivre bien au-delà de cette journée au service de la recherche, une recherche toujours plus partagée, appliquée, utile aux soins et donc à toute la société dans son entièreté. Merci à vous et bonne fin de journée.